Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Gérard Ouissan, merci de nous avoir rejoints. Bonjour, je salue tout le monde, tous les confrères et puis tous les auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin. Merci. Bonjour Michel Talia. Bonjour Eric et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent actuellement. Jacques Zakouti aussi avec nous. Bonjour Jacques. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, auditrices. Bonjour à Idelphonse Apaki. Bonjour Eric et bonjour à tout le monde. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai que la semaine dernière, le chef de l'État était en Éthiopie pour le sommet de l'Union africaine. Michel, vous y étiez et vous en avez parlé dans votre journal cette semaine. Le chef de l'État qui a activement pris part aux travaux. Qu'est-ce qu'on peut retenir en un mot sur le séjour du président de la République, Faure Swaziland Gnassingbé? Je pense que par rapport au séjour du chef de l'État, c'est beaucoup plus les travaux qui ont eu lieu, en tout cas les travaux qui sont déroulés en sa présence et en compagnie de ses pairs. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est ce qu'il a pu faire comme activité parallèle, notamment les audiences qu'il a accordées en marge des travaux de ce sommet. Et donc, vous savez qu'il y avait deux sujets principaux qui ont tellement retenu l'attention des chefs d'État du gouvernement, notamment le fait que les chefs d'État africains veulent que désormais ils autofinancent l'organisation, parce que jusque-là, plus de 90% des ressources de l'Union africaine viennent de l'Union européenne, de la Chine et puis d'autres partenaires. Donc il fallait quand même faire en sorte que désormais l'Afrique puisse s'autofinancer pour quand même faire disparaître ce sentiment de dépendance, cette relation de dépendance que l'Afrique a vis-à-vis de ceux-là qui régulièrement lui donnent de l'argent. Il faut dire ça d'une manière vulgaire comme ça. Donc, il fallait trouver un mécanisme et ils ont quand même prévu prélever 0,2% en tout cas de taxes sur les produits éligibles non africains bien sûr. Et donc, par rapport à cette situation, c'est que la CEDEAO est déjà en avance, parce que la CEDEAO a commencé à prélever cette taxe il y a de cela quelques années. Donc les autres regroupements sous-régionaux sont en train de vouloir s'appuyer sur l'expérience de la CEDEAO. Le deuxième thème majeur aussi, c'est la jeunesse, le problème de la jeunesse africaine. Vous savez que la jeunesse africaine éprouve beaucoup de difficultés. Il fallait quand même que les chefs d'État réfléchissent à comment trouver des mécanismes pour essayer d'aider cette jeunesse-là, faire en sorte que cette jeunesse-là devienne réellement un atout pour le développement de l'Afrique. Parce que la population africaine, plus de 40% de la population africaine est tellement jeune. Donc il faut capitaliser sur cette jeunesse-là et faire en sorte que l'Afrique puisse bénéficier dans son développement. Et donc, à côté, je pense que c'était le dimanche, juste après son arrivée, le chef de l'État a conféré avec l'ancien commissaire européen pour l'Afrique, Louis Michel, et le président. Il est toujours présent partout. Voilà, il est partout, puisque cette fois-ci, il est en tout cas facilitateur dans les négociations en vue de la réforme des accords de Cotonou. Donc, il est toujours là. Mais le lundi, alors, dans l'après-midi, le chef de l'État a conféré avec plus de 6 délégations, notamment le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, le vice-président ghanéen, il y a Amina Mohamed, qui est la vice-présidente des Nations Unies. Donc, on a constaté qu'il y a une partie de la communauté internationale qui courait derrière le chef de l'État, qui voulait voir, surtout qu'il venait de prendre les rênes de la CEDEAO, les gens voulaient voir comment il compte dérouler son mandat, comment il compte travailler, ces autres qui étaient ces personnalités qui ont défilé dans ces, en tout cas dans ces appartements voulaient
aussi voir comment elle pouvait contribuer, aider le chef de l'État aussi, travailler ensemble avec le président de la République. Tout à l'heure, il y a un sujet qui nous intéresse particulièrement, c'est cette audience que Faure Gnassingbé a accordée au président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ici au plan national, dans la presse, alors que certains confrères ont traité de sujets comme l'éveil de la nation. Mais bon, tout à l'heure on va revenir là-dessus, vous allez nous donner quelques explications. Alors Jacques, est-ce que l'Afrique aujourd'hui, cette ambition-là que les dirigeants africains ont aujourd'hui, est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au bout de leur ambition finalement? Je crois que je voulais d'abord rectifier ce que Michel disait, c'est plutôt le vice-président du Nigeria. Pas du Ghana. Du Nigeria, d'accord. D'accord. Je crois que aujourd'hui, parlant de la libre circulation des personnes et des biens, nous savons que avec la CEDEAO, déjà, c'est des problèmes. Vous savez, pour ceux qui ont circulé un peu dans la sous-région, peuvent comprendre ce que je suis en train de dire. Vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, pour manger ne serait-ce qu'un bon attiéké et un bon aloko, vous êtes obligé toujours de sortir avec votre carte d'identité. Sinon, à tout moment, vous allez voir les gens qui sont en train de courir de gauche à droite, les policiers qui font des éruptions dans ces maquis-là, ne serait-ce que pour contrôler les pièces. Donc si vous n'avez pas votre pièce, on vous embarque et puis on vous amène au poste, soit vous payez l'amende et puis on vous libère. Donc c'est pour vous dire que parlant de cette circulation des personnes et des biens, c'est quand même un problème qu'il faut d'abord régler avant de parler de la circulation au niveau des frontières. Parce qu'entre populations même, on éprouve des difficultés pour pouvoir circuler. Quand vous allez par exemple au Nigeria, c'est encore pire. Donc il est important aujourd'hui que les États s'attellent à régler ce problème. Il a parlé tout à l'heure de la jeunesse, qui a été également évoquée au cours de ce sommet. Je crois que c'est l'épicentre même du développement de chaque pays. En même temps, est-ce qu'il y a pas une forme d'hypocrisie au niveau des dirigeants africains quand chaque fois ils se rencontrent, ils évoquent la jeunesse, mais dans le fond, chacun dans son pays, quand on les voit, il n'y a pas une réelle politique de la jeunesse véritablement? Je suis d'accord avec vous, parce que vous prenez aujourd'hui la plupart des jeunes que nous retrouvons dans nos pays. C'est des jeunes qui ont peut-être 21 ans, ils ont déjà un bagage intellectuel, des jeunes qui ont des projets. Oui, des start-up maintenant qui foisonnent sur le continent. Et puis, quand vous les voyez, ils cherchent ne serait-ce que... un espace pour s'exprimer. Voilà, les financements, ils ne trouvent pas. Et ceux qui arrivent même à trouver également ce genre de financement, vous voyez que dès qu'ils s'installent, ils ont des problèmes avec le fixe. Donc il est important aujourd'hui que on a un ministère de développement à la base qui fait ne serait-ce que ce que ce ministère peut faire. Mais aujourd'hui, il est important de sensibiliser, ne serait-ce que nos gouvernants, à faciliter aujourd'hui les prêts à ces jeunes. Les jeunes veulent travailler, les jeunes veulent avoir effectivement les prêts, mais c'est difficile. Donc il est important aujourd'hui, si on veut que cette jeunesse puisse se développer et que cette jeunesse ne puisse pas prendre encore des bateaux pour aller mourir au large de la côte de Libye, donc il est important aujourd'hui qu'on aide cette jeunesse-là à pouvoir s'auto-financer, à s'auto-suffire. Je crois que si on arrive à régler ce problème du chômage, je ne pense pas qu'un jeune puisse encore quitter son pays pour aller mourir encore dans un bateau quelque part en Libye ou bien dans un désert en Libye quelque part. Donc, aujourd'hui, on parle de la jeunesse, c'est une très bonne chose, mais il faut trouver quand même les mécanismes pour pouvoir effectivement assurer cette jeunesse-là, que cette jeunesse-là puisse rester sur place et travailler pour le développement du pays et renforcer également. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de la jeunesse, ce n'est pas la jeunesse seule, il y a également la cellule familiale. Oui. Si aujourd'hui on n'arrive pas à tenir aussi compte de cette cellule familiale, je crois que également nous allons éprouver d'énormes problèmes. C'est vrai, on parle de la CEDEAO, aujourd'hui c'est l'Union africaine, mais vous voyez qu'aujourd'hui nos États sont fragiles. Les États ont des problèmes parce que cette jeunesse-là est en train d'être absorbée aujourd'hui. Si ce n'est pas AQMI, soit c'est Boko Haram, si ce n'est pas Boko Haram, les jeunes là se retrouvent soit en Libye, les jeunes là se retrouvent soit en Iran, et puis vraiment, et en Irak, je crois que c'est des problèmes. Donc, il est temps que les présidents africains puissent prendre les taureaux par les cornes, c'est vrai,
quand ils se rencontrent dans ces genres de conférences, il y a de beaux discours, mais à la suite de ces discours-là, on ne voit pas la chose venir. Alors, Jacques, un continent qui est riche, mais un continent qui dépend exclusivement de la communauté internationale, Michel le disait, 80 ou 90% du financement de l'Union africaine est assuré par l'Union européenne, par la Chine et d'autres partenaires. Est-ce que ce n'est pas finalement un danger? Aujourd'hui, on veut prendre notre indépendance. Est-ce que c'est possible? Bon, d'abord, moi, il y a quelque chose qui me gêne. C'est la maison même où l'Union africaine est logée. Construite par la Chine. C'est construit par la Chine. Financé par la Libye. Aussi. Oui, mais c'est un bâtiment qui a été construit par la Chine. Cette symbolique, déjà, moi, et personnellement... offert à l'Union africaine. Oui, mais vous savez, je crois que le développement est avant tout dans la tête aussi. Pour être développé, pour qu'un peuple soit développé, il faut avoir une jeunesse fière et une jeunesse qui veut vraiment aller de l'avant. Maintenant, vous logez l'Union africaine dans un bâtiment qui a été construit par des étrangers, par des Chinois. Est-ce que, d'un point de vue psychologique, vous pensez que l'Afrique peut vraiment se prendre en compte un jour? Moi, j'en doute beaucoup. Oui. C'est comme si vous voulez construire un couple solide. Vous allez faire le mariage avec votre femme et le jour du mariage, vous portez un costume qui vous a été offert par votre ex-femme. Et vous vous attendez à ce que... Il y a un problème là-dedans? Ben moi je crois. Je crois parce qu'il y aura une satisfaction toujours, parce que votre nouvelle femme sera frustrée, parce que si vous le dites. Le foyer même est parti sur de mauvaises bases. Il y a la solidarité. Oui, mais moi, j'aurais conseillé quand même à ce marié-là de ne pas porter un costume qui lui a été offert par son ex-femme. Rien que pour avoir la paix dans son foyer, pour que son foyer fonctionne de façon un peu plus huilée, un peu plus pacifique. Donc déjà, le bâtiment, pour moi, ça cause un problème. Je ne vais quand même pas demander qu'on casse tout ce bâtiment et qu'on aille loger ailleurs. Mais j'aurais souhaité quand même que l'Union africaine ne loge pas dans un bâtiment construit par des Chinois, étant donné que nous ne sommes pas bêtes. Nous avons des architectes, nous avons des maçons, nous avons tout. Alors pourquoi ne pas construire un bâtiment pour nous, et ne serait-ce que pour la sécurité? Vous êtes sectaire? Je ne suis pas du tout sectaire. Et vos palais présidentiels en Afrique? Ben, au moins, ce n'est pas un symbole, nos palais présidentiels. Là, il s'agit de sécurité, de certaines choses, c'est tout. Mais pour le fait que l'Union africaine... Aujourd'hui, quand un chef d'État est reçu à l'Élysée, oui. On sait que c'est l'Élysée. Oui, mais l'Élysée n'a pas été construit par des nègres, n'a pas été construit par des Anglais, n'a pas été construit par des Australiens. C'est tout un symbole, c'est le symbole même de la France. Quand vous parlez des Champs-Élysées, de l'Élysée, de l'Arc du Triomphe, tout ça, c'est la France. Mais quand vous parlez de l'Union africaine avec une architecture chinoise, il ne reste qu'à vous imposer la langue chinoise pour parler là-bas, et puis ce sera tout. Alors, autre élément. Ou bien quand vous dites de vous habiller en chinois, donc si on vous demande de vous habiller en chinois, que nos présidents, si on vous demande que nos présidents s'habillent en chinois pour y aller, vous serez d'accord aussi? Non, tu fais quoi de la coopération? Pour aller vite maintenant, la coopération c'est différent de l'intervention. Enfin, pour moi. Ben, d'accord. Ça, c'est mon premier point de vue. Bon, on a parlé de la jeunesse. Oui. Moi, c'est ce qui me tient le plus à cœur. Moi, je voudrais demander quand même aux chefs d'État africains, malheureusement, je n'y étais pas, je serais tenté de leur demander qu'est-ce qu'ils font pour la jeunesse, si j'y étais. Qu'est-ce qu'on fait concrètement pour la jeunesse? Vous ne voyez rien là-dedans? Je prends d'abord la formation. Parce que je considère que tout part par la formation et tout finit par la formation. Quand vous allez dans certains pays, vous voyez les voitures que nous construisons ici, les portables et tout, c'est fait par qui? C'est pas fait par des gens qui ont 80 ans. Hein. C'est des jeunes de 18 ans, 17 ans, 20 ans qui vous fabriquent des choses extraordinaires parce qu'on investit beaucoup dans la formation. Mais en Afrique, en l'occurrence le Togo, qu'est-ce que nous faisons pour la jeunesse quant à ce qui concerne leur formation? Il n'y a pas de bibliothèque, il n'y a pas de laboratoire dans nos pays. Il n'y a absolument rien, il n'y a pas de matériel éducatif pour former cette jeunesse-là. Quand on forme un mécanicien par exemple, comment il est formé? Il est formé sur le tas. Il se cherche un patron, il sait comment on monte un carburateur, tout ça. Après 3 ans, on dit que bon ben, il a son diplôme. Alors qu'on a la possibilité de mettre sur pied de vrais ateliers où quand ces mécaniciens-là sortent, qu'ils soient capables d'inventer de petites choses ou bien d'ajouter un plus à ce que l'ingénieur européen ou chinois a fabriqué. Mais jusqu'à présent, quelle est la formation que nous donnons à notre jeunesse? Moi, je n'en vois pas. Sur cette question de mécanicien, il y a un de nos compatriotes qui s'appelle Samuel Fagnon, qui fait dans la mécanisation, qui veut former des jeunes Togolais pour pouvoir avancer dans ce domaine-là. On pourra lui faire appel peut-être. Il est au Niger, il forme des Saïens
Mais ici, il n'a pas encore accès. Ce serait déjà peut-être un départ. Mais moi, je parle d'une ambiance générale où la formation foisonne et où la formation est une réalité. Pas seulement une hirondelle qui va faire le printemps. C'est comme quelqu'un qui dit, on dit là, le Togolais ne fabrique rien, et quelqu'un dit, ben, il y a un Togolais qui a quand même fabriqué une imprimante 3D. Non, une hirondelle ne fait pas le printemps. C'est pas parce qu'une personne a fabriqué quelque chose quelque part sur 7 millions d'habitants qu'on va dire, ben, ça va, et dormir sur ses lauriers. Donc moi, je vais dire, il faut vraiment s'atteler à cette tâche-là, de former la jeunesse pour que la jeunesse soit, comment on dit, un moteur du développement. Et non une jeunesse qui est à charge. Quand les gens, les enfants ont le bac, qu'on se dise, oh là là, où est-ce qu'on va les loger sur le campus? Parce qu'il n'y a déjà pas de place. On s'assoit sur des cailloux, on se met à la fenêtre comme des chauves-souris pour suivre les cours. Ils ont encore le bac, mais c'est un problème pour nous. Non, on peut construire des universités, avoir du matériel didactique et par exemple aussi, cesser de... Vous voyez, la jeunesse chez nous, c'est un peu comme l'ennemi de la nation. Vous avez vu sur les réseaux sociaux comment donner la chasse aux étudiants. On chasse un jeune, on l'attrape, on le met par terre, maintenant on essaie de le lyncher. Et qui le fait? C'est la police elle-même. Vous voyez la relation qu'il y a entre l'État et la jeunesse chez nous. Je crois que dans certains pays... Est-ce que vous n'êtes pas en train de biaiser le débat là? Non, mais est-ce que c'est une réalité que... Non, bon, oui, vous dites que je biaise le débat. Il s'est passé un problème, d'accord, tout le monde a condamné cela, mais quand vous dites que c'est l'expression même du désaccord entre la jeunesse et ceux qui dirigent la nation, est-ce que vous n'allez pas trop vite à vous Eric, vous dites que tout le monde a condamné ça. Qu'est-ce qu'on a fait pour que demain ça ne se répète pas? Ce n'est pas aujourd'hui qu'on tape des étudiants. Moi, depuis qu'on était étudiant en 90, on nous pourchassait, on nous tapait. Il y a des gens qui sont devenus invalides. 25 ans, 30 ans après, la même chose se répète et vous me dites, bon, ben, on en a déjà parlé. Et puis c'est tout, ça s'arrête là. Quand on n'a pas puni celui-là, ou bien ceux-là qui essaient de lyncher, en fait, c'est du lynchage. Hein. Vous prenez quelqu'un, vous l'avez déjà neutralisé, il est par terre, maintenant vous lui assénez des coups pour qu'il devienne invalide. Est-ce que les gens là considèrent réellement que la jeunesse est quelque chose de précieux pour notre nation? Entre les discours et les actes, moi je crois qu'il faut faire le distinguo. Alors, et je ne critique pas, vous juste pour critiquer. Hein. Je suis en train de dire ce que je pense. Oui, c'est votre avis, nous le restons d'ailleurs. Il est fort sur cette question de l'Union africaine et des dirigeants africains. Est-ce que sincèrement, l'Afrique peut s'autosuffire aujourd'hui quand les responsables de nos États disent qu'ils vont eux-mêmes financer le fonctionnement de l'Union africaine? Est-ce que c'est possible? La grande question que je me pose, c'est par rapport à nos responsables, c'est-à-dire ces premiers dirigeants de nos États africains. Comment arrivent-ils à gérer les ressources de leurs États? Comment ça se fait? Il faut d'abord partir de là. Mais vous voulez que l'Afrique s'autosuffise, c'est ça? Oui. Alors, comment sont gérées les ressources même de ces États africains-là? Lorsque, tout à l'heure, quand Michel parlait, il a fait allusion à la jeunesse africaine qui représentait au moins 40%. Et dans notre pays, le Togo, nous avons une jeunesse qui avoisine les 60%. Maintenant, les ressources qui doivent être gérées pour permettre à cette jeunesse-là de s'autosuffire, comment elles sont gérées quand on sait que ceux-là même qui se rendent à ce genre de rencontres arrivent seulement à mettre sur papier leurs idées et ça reste là sur papier parce que moi je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est chef d'un État, d'une république, qui a à la charge toute la gestion et des hommes et des institutions, peut dire que c'est une minorité qui profite des ressources de son État. Ça part d'ailleurs de... Non, ça c'est un constat. Non, ça part des États. Parce que c'est les États qui se regroupent. Voilà pourquoi je pose la question de savoir comment sont gérées les ressources même au sein de ces pays, individuellement, avant de... Vous voyez? Et lorsque je me rends compte, vous avez fait tout à l'heure allusion à ce Togolais-là, Samuel Kofi Fagnon. Moi, j'avais appris qu'il était au Togo, puisqu'il est d'origine togolaise, et il est ingénieur génie mécanique, qui voulait que la jeunesse togolaise, surtout les mécaniciens, ceux qui ont ou des connaissances en mécanique, qu'il essaie de les former. Parce que lui, non seulement il a une idée d'aider ses frères, mais il se pose encore une question de
d'amortissement du taux de chômage juvénile. Mais est-ce qu'il a été écouté? Ça fait 10 ans qu'il en parle, selon ce qu'il nous a dit récemment. Mais maintenant, quelqu'un qui est un atout pour un État, qui veut aider cet État-là à émerger, l'État qui dit qu'il veut atteindre l'émergence, et que vous avez ces gens de connaissances, ces gens de citoyens qui ont fait leurs preuves ailleurs, qui veulent mettre à la disposition de leur État leurs connaissances, on ne les écoute pas. Et vous voulez? Qui sont ceux-là qui font que l'Afrique tend la main vers les autres pays, si ce ne sont les premiers dirigeants africains? Mais lui, il a si bien dit. Je ne reviens pas sur ce qu'il a fait comme développement concernant l'architecture, mais moi, je voudrais beaucoup plus m'appesantir sur la jeunesse togolaise, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'elle représente au moins 60%. 60%, qu'est-ce qu'on en fait? On n'est pas arrivé même à doper le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois à pouvoir créer d'emplois pour amortir le taux de chômage juvénile. On ne le fait pas. Mais contrairement à cela, on a vu que ceux qui sont des apprenants, qui doivent sortir des universités pour devenir quelque chose, avant qu'ils ne sortent même de ce temple de savoir qu'est l'université, il a cité toutes leurs mésaventures. Quand moi je sors de tout cela, vous voulez que je sois utile à mon État? Oui, mais il va falloir être utile forcément à son État. Michel, sur la question de la jeunesse, y a-t-il une politique bien établie, bien fignolée au niveau de l'Union africaine pour peut-être accompagner les États à pouvoir intervenir et je dirais, permettre à la jeunesse de décoller véritablement? Non, je pense que Parce que j'ai compris que l'Union africaine veut ramener le problème, n'est-ce pas, au plan national, sur la question de la jeunesse. Non, au plan national, vous savez, nous avons entendu nos micros, il y avait mon organe, il y avait Horizon News et TVT, au professeur Robert Bousset, pour voir comment le Togo compte, en tout cas, s'imbriquer dans cette politique de révalorisation de la jeunesse africaine. Et sur cette question, il nous a dit que le Togo, par exemple, est en avance parce que il y a beaucoup de projets qui sont en tout cas élaborés en direction de la jeunesse au Togo, notamment FAEJ, même comment vous l'appelez, l'ANVT. Beaucoup de projets sont déjà... L'ANVT, c'est du volontariat, non? Oui, mais ça, on responsabilise les jeunes. On les apprend à quand même... à apprendre, en tout cas, les bases, à avoir les bases de l'expérience, voilà, pour travailler. Dans d'autres pays, il n'y a pas ça. Il y a beaucoup de pays qui défilent chez nous pour avoir cette expérience au niveau, je ne vous apprends rien, au niveau de cette politique de volontariat. Donc il y a beaucoup de projets qui sont financés, qui sont en tout cas élaborés par le ministère du Développement à la base et d'autres structures en place pour accompagner la jeunesse togolaise. Au niveau africain, je pense que dans l'entendement des chefs d'État, c'est d'encourager les pays africains à ce que chaque pays puisse élaborer des politiques allant dans le sens de permettre à la jeunesse non seulement d'avoir une bonne formation, mais aussi de pouvoir, si l'État n'est pas en mesure de les employer, qu'ils aient quand même cette possibilité-là de s'auto-organiser, de pouvoir créer eux-mêmes leur projet. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre dans la salle qu'il y avait un fonds. L'Union africaine était en train de créer un fonds qu'on va allouer à la jeunesse africaine. Ça veut dire que tous ceux qui sont porteurs d'un projet bancable pourront quand même se missionner, mais pourront certainement bénéficier de ces fonds-là. Donc voilà comment l'Union africaine veut quand même accompagner la jeunesse là. Donc beaucoup plus par rapport à chaque pays, c'est d'encourager les pays à pouvoir développer des politiques axées beaucoup sur l'emploi de la jeunesse et puis la formation. Donc je pense qu'à partir de ce fonds, s'il y a des jeunes qui sont dans des décisions, ils exhibent leur bonne costume, comment l'appelle-t-on, leur costume bonne facture, et puis bon, après il n'y a rien. Donc
cette fois-ci, je pense que quand j'ai écouté le président en exil de l'Union africaine, le professeur Alpha Condé, c'est que on sent qu'eux-mêmes, ils prennent conscience. C'est ça qui est même déjà essentiel. Que les chefs d'État prennent conscience que la jeunesse végète dans la misère. Mais comment faire? C'est à eux de voir. Avant de donner la parole à Jacques, je vous voyais quand Michel parlait, vous n'êtes pas d'accord, hein, quand il citait les projets mis en place par le gouvernement togolais pour permettre à la jeunesse d'avancer un petit peu. Effectivement, que je ne suis pas d'accord. Cette histoire dont on a pris conscience, moi je vous le dis, quand on a créé la zone France dans ce pays, c'est qu'à l'université, on se révoltait, on sentait que ça allait exploser. On nous dit non, on a créé la zone France, maintenant tout le monde va trouver du travail. Vous savez, tout ça là, c'est de la chimère. C'est des choses qu'on vous miroite pour vous calmer pendant un temps. Si on pouvait trouver du travail à la jeunesse depuis, pourquoi on ne l'a pas fait? On a parlé de la jeunesse, je vous le disais, de la zone France. Vous savez que c'est un éléphant blanc, c'est du mensonge. Aujourd'hui, quand on dit M. Alpha Condé, le professeur Alpha Condé et tous ces gens-là, on sent que, moi je ne veux pas sentir, mais je veux les voir à l'acte. Je l'ai dit au début, la formation constitue la base. Tant qu'on n'aura pas vu des États africains en train de créer de grandes universités, de bonnes universités, pour produire des choses, pour avoir le know-how, comme on dit, le savoir-faire, on va les aider comment? Quand on parle du faillage, c'est pour aider des enfants, des jeunes à fabriquer du nougat, toffee, tout ça. Est-ce que c'est avec ça qu'on va développer le pays? Moi, je ne pense pas. C'est de l'amusement, en fait. Mais quand on aura formé des jeunes... Comment de l'amusement? Mais c'est comme ça. Un jeune, on le finance pour pouvoir faire du thé, pour faire du nougat, pour faire du toffee, du faillage. Je ne dis pas que c'est mauvais, hein, mais je dis que c'est tellement minime que, à la fin... On ne voit pas en grand, c'est ça? C'est comme c'est ridicule. Il faut le savoir-faire, le know-how, comme on le dit. Vous donnez par exemple un taxi à quelqu'un. Tout est technique chez vous, hein? C'est pas que tout est technique. La réalité, c'est que l'homme est fait, c'est un animal qui est fait pour être formé. Prenez un enfant, votre enfant naît, vous ne lui apprenez pas à marcher ou bien à parler. Il ne parlera pas. Si c'est un chien, il va aboyer. Mais un enfant, si vous ne lui apprenez pas à parler, il ne va pas parler. Donc l'homme est comme ça, il faut lui enseigner des choses. Mais est-ce que nous, on nous enseigne des choses? Vous donnez un taxi à un jeune, il s'en va casser cela. Vous lui donnez encore un autre taxi, il casse encore. Et vous ne pensez pas qu'il faut lui apprendre à conduire. Voilà. Il faut l'obliger à faire le permis de conduire. Il ne va plus casser le taxi. Mais vous mettez toujours des taxis à sa disposition, il va toujours les casser. Mais apprenez-lui à conduire. Faites-lui avoir un bon permis de conduire et vous verrez que votre investissement aura un sens. Parfait. Mais nos États ne nous apprennent pas à être des gens productifs. Je vous le jure, nous sommes très en retard. Il faut des universités pour former les jeunes. Mais moi, je reviens d'un voyage il y a seulement 3 jours. Ce que j'ai vu à l'étranger, je vous dis, si vous êtes africain, c'est révoltant. Nous sommes nuls, nous sommes zéro. Jacques Dakouti. Non, vous savez, nous ne sommes pas... Est-ce que Gérard n'exagère pas? Ouais. Bon, vous savez, quand vous revenez souvent de l'étranger, vous êtes souvent révolté quand même. Je crois que c'est ce qu'il arrive. Comme il dit que ça fait 3 jours qu'il est arrivé. Non, mais il a toujours ce langage. Oui, Gérard, non, je sais. C'est-à-dire que quand vous rentrez d'un voyage à l'étranger, quand vous voyez un peu l'Afrique, vous êtes quand même révolté. Je crois que... Moi, ce n'est pas la passion, c'est tout à fait objectif. C'est pas la passion qui m'emporte, non, pas du tout. Oui, vous savez, il faut reconnaître que l'Afrique, on a quand même des problèmes. Je ne peux pas imaginer, j'écoutais une chaîne la fois passée où on disait que l'État congolais a écrit des demandes pour pouvoir venir soutenir son budget, parce qu'il sera en cours de cessation de paiement. Mais j'étais étonné qu'un pays comme le Congo, le Congo démocratique, un pays si vaste, si large, qui a beaucoup de ressources, et que ce pays-là puisse tendre la main. Non, mais tous les pays le font, le Togo l'a fait. Récemment, l'Union européenne nous est venue en aide. L'appui budgétaire, c'est ça, non? Je ne refuse pas. Oui. Mais vous ne pouvez pas comparer le Congo et le Togo. Ça, c'est le jour et la nuit. Par rapport aux ressources minières qu'il y a au Congo, vous ne pouvez pas comparer cela au Togo. Donc, c'est pour vous dire que, quelque part, c'est la mauvaise gestion. Sinon, le Congo ne peut pas tendre la main à l'étranger pour pouvoir réclamer encore des sous pour un appui budgétaire. Ça n'a pas de sens. Non, c'est pour vous dire, quelque part, quand on parle de cette jeunesse, comme Gérard le disait, il a quand même un peu exagéré, mais il faut reconnaître que... Mais il a raison quand même. Bon, il peut avoir raison selon lui. Dans la caricature. Ça, c'est une raison version Gérard. Donc, mais on ne peut pas généraliser. Sur la question de la formation, quand même. Oui, mais vous savez, vous ne pouvez pas dire qu'on ne forme pas. On forme aujourd'hui. On forme. Vous prenez un peu les jeunes que vous rencontrez un peu. C'est vrai qu'il faut accentuer la formation,
mais la formation se fait. On a parlé tout à l'heure de l'ANVT, du FAEJ, c'est vrai, quand vous voyez un peu, moi j'ai cru qu'il voulait aborder le sens où, par exemple, lorsque ces jeunes-là finissent par exemple le stage, c'est en ce moment plutôt qu'il faut chercher quelques sous pour financer ces jeunes, au lieu de les laisser comme ça. On va revenir sur ce sujet en seconde partie de l'émission. Ça devient intéressant quand même, cette question de la jeunesse et de ce que fait nos dirigeants africains. Cette jeunesse, on va en parler en seconde partie de Taxi Presse. Pour rester avec nous, Michel Tchadia, Gérard Ouessant, Ildefonse Akwaki et Jacques Dakouti. Dans une quinzaine de minutes, on se retrouve pour la suite de Taxi Presse. Retour en studio, deuxième partie de Taxi Presse avec Gérard Ouessant, le patron du journal Sika, Michel Tchadia, Ouara le vainqueur, Ildefonse Akwaki, la Gazette du Togo, et puis Jacques Dakouti, notre éditorialiste. Et nous parlions tout à l'heure de la réunion de l'Union africaine la semaine dernière à Addis Abeba avec au centre la jeunesse et puis la contribution des États africains eux-mêmes à financer, n'est-ce pas, le fonctionnement de l'Union africaine. On évoquait la jeunesse et c'est vous qui devez prendre maintenant la parole, Ildefonse Akwaki, sur cette problématique de la jeunesse. Vous estimez qu'on n'en fait pas beaucoup au niveau de nos États pour la jeunesse africaine? Oui, mais je dis que ceux qui savent ou qui connaissent les réserves de ces États africains, les premières personnes, ce sont les chefs d'État. Comment ces chefs d'État arrivent à gérer ces réserves-là, ces réserves de ressources minières, autres. Et nous avons aujourd'hui remarqué que l'accent n'est pas tellement mis sur la formation. Quand vous voyez les jeunes Togolais qui finissent soit leur apprentissage ou soit leur formation, hein, qu'est-ce que l'avenir leur réserve concrètement? Parce que j'ai dit tout à l'heure que la population togolaise est majoritairement jeune. Ce que nous avons remarqué, lui il a dit tout à l'heure, il a parlé de la zone franche qui est un éléphant blanc. Nous avons eu dire qu'il y avait quelque chose qu'on appelait aussi zone franche industrielle. Oui. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que les jeunes arrivent à acquérir de l'expérience, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure ici, ou bien sont exploités ou surexploités? Il faut faire un tour dans ce genre d'usines, de sociétés pour voir comment la jeunesse est traitée. Il y a tout ça là qu'il faut revoir. Et maintenant, beaucoup plus mettre l'accent sur la formation. Et quand vous êtes formé, après la formation devient quoi? On devient zéro. C'est le constat que nous faisons au Togo. J'ai dit tout à l'heure que le gouvernement n'aide pas le secteur privé qui est pourvoyeur d'emplois à avoir la capacité qu'il faut pour créer des emplois. Ce qui fait que après les formations et même après les études, tout devient quoi? On devient zéro. On est à la charge, une fois encore, des parents. Il faut toujours attendre de l'État, sincèrement, Ildefonse. Vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure. L'État n'a qu'à prendre ses responsabilités pour essayer de voir ce qu'il peut faire, comme ça se fait dans des États voisins, où on essaie de mettre à l'aise le secteur privé, pour que ce secteur-là, on l'appelle. Vous n'en voyez pas aujourd'hui au Togo? Est-ce que ça se fait? Attends, est-ce que ça se fait? Vous avez vu combien d'opérateurs économiques et autres qui sont particuliers ou privés, qui ont plié bagages, qui sont partis parce que quelque part les gens ont envie de créer, ils ont créé, mais les taxes, le fisc, les impôts et tout ça là ont fait que on a mis la clé sous le paillasson. Il y a ce phénomène. Ça veut dire qu'il faut maintenant redéfinir une nouvelle politique ça, pour la jeunesse togolaise. Ça c'est clair. Et africaine, pourquoi pas? Ça c'est clair. Revenons maintenant sur M. Fagnon qui parle de l'industrialisation à travers la mécanisation. Hein? Vous avez dit que ça fait 10 ans qu'il frappe à la porte des autorités togolaises. Oui, on l'avait déjà interrogé ici, il nous disait que ça fait 10 ans qu'il est dans le couloir de la présidence de la République pour expliquer au président son projet. Il ne demande rien du tout de Togolais, il veut juste un espace pour faire venir au Togo ses partenaires, des Indiens, des Pakistanais, pour pouvoir installer et former des jeunes Togolais. Chaque année, 200 Togolais
seront des ingénieurs. Des ingénieurs, mécaniques. oui, Seront voilà. capables de former, de fabriquer des tracteurs, même servis dans les bateaux. C'est-à-dire que quand je l'ai écouté, quand j'ai lu tout ce que ce Togolais a comme bagage en ingénierie mécanique, où il dit, même si les entreprises ont été installées ici, ceux qui seront des travailleurs sont ces mécaniciens, ces soudeurs et autres qu'on aura à recruter, à les recycler. Maintenant, ils seront eux-mêmes à l'œuvre. Et au moment même où ils finissent de travailler, le produit qui sort va servir à qui? Non seulement à la population, mais permettra aussi au Togo de faire quoi? De l'exporter. Mais quoi de plus noble pour faire cette expérience-là? Si ça ne marche pas, qu'on abandonne. Parce que jusqu'à preuve du contraire, j'ai appris la dernière fois que la BAD s'active à créer 25 millions d'emplois à la jeunesse africaine. Et lui, M. Fagnon disait, mais c'est une très bonne chose. Mais si l'Afrique veut maintenant émerger... Et cela passe par l'industrialisation. Michel, toi, si vous avez un dernier commentaire à faire, et puis on va passer à notre sujet. Non, je me dis que à ce jour, par rapport au problème de la jeunesse, les gouvernants ou bien les gouvernements, les chefs d'État, disons, africains ont du pain sur la planche. Parce que plus on avance, plus la jeunesse a beaucoup plus de problèmes. Il faut quand même élaborer les politiques, je l'ai dit tantôt, les politiques idoines pour pouvoir... Parce que cette jeunesse-là, elle risque de devenir une bombe par la suite, si on ne prend pas des dispositions. Oui. Parce qu'à un moment donné, quand elle ne va pas voir l'horizon, quand l'horizon sera bouché carrément pour elle, au lieu de continuer à mourir sur la Méditerranée, et ils vont s'en prendre à leur gouvernement. Et ça, ce serait trop grave. Ça serait trop grave. Donc, c'est l'occasion pour ces dirigeants-là de prendre leurs dispositions, parce que la jeunesse a beaucoup de préoccupations actuellement, en tout cas, et elle veut quand même voir ces préoccupations-là être traitées par leurs gouvernants. Sinon, par ces gouvernants. Sinon, ça va devenir un problème par la suite. Oui, Gérard. Je voudrais quand même ajouter à ce que Ildefonse venait de dire concernant la formation. Moi, ça me tient beaucoup à cœur. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut créer des emplois soi-même. La jeunesse doit créer des emplois. Moi, je dis, cette jeunesse que nous formons n'est pas capable de créer des emplois. Tel que nous sommes formés, nous sommes obligés d'être employés par l'État. Je vous donne un exemple concret. Vous êtes employeur. Non, je parle en général, je parle de façon générale. Nous ne prenons pas les cas particuliers. Ok, d'accord. Et je vous donne l'exemple des menuisiers. Regardez un peu en ville, les armoires. Les armoires avec les miroirs. Oui. Quand vous prenez 1000 armoires, tous sont fabriqués de la même façon. Vous ne me démentirez pas. Non, c'est exact. Tous les menuisiers de Lomé fabriquent les mêmes armoires, avec les mêmes miroirs, avec les mêmes formes, avec le même bois, les mêmes... Voilà. Ça, ce n'est pas de la formation. Quand vous formez quelqu'un comme ça et vous dites vous avez formé un menuisier, vous n'avez pas formé un menuisier. Allez dans d'autres pays, vous allez voir des centaines et des centaines de formes d'armoires. De différentes formes. Les gens sont ingénieurs. La créativité. Ils créent justement. Nous, il n'y a pas la créativité. Il n'y a même pas le matériel pour pouvoir créer. Les gens sont aujourd'hui au 21e siècle avec l'ordinateur. On dessine les meubles d'abord sur l'écran et on les fabrique après. Mais nous, avec les armoires que nous créons là, est-ce que vous êtes sûr qu'on peut exporter cela? Nous fabriquons seulement, c'est comme ça aussi, je crois que ce n'est pas seulement les menuisiers. C'est plus artisanal ce qu'on est en train de faire aussi. Pas seulement artisanal, c'est une formation bête, c'est une formation qui n'a pas de... Mais excusez-moi le terme. Mais vous allez trop fort quand même. Oui, mais quand vous habituez quelqu'un à poser les mêmes gestes tout le temps, c'est ça qu'on appelle la bêtise. Quelqu'un qui ne fait que les mêmes gestes. Son patron a fabriqué les armoires comme ça. Le papa de son patron a fabriqué les armoires comme ça. Le grand-père il a fabriqué comme ça. Depuis 50 ans, on fabrique les mêmes armoires de la même façon. Et il n'y a même pas d'espoir que demain, les armoires là deviendront autrement. Alors il faut se poser des questions. Nous devons avoir de la créativité. Quand on nous dit créons notre propre emploi, il faut d'abord mettre à la disposition de la jeunesse la faculté, la possibilité de pouvoir créer. Si on ne crée pas, l'État dans lequel nous sommes nés est obligé
de nous trouver du travail. Parce qu'ils ne nous donnent pas la possibilité de pouvoir créer notre emploi nous-mêmes. Je pense que vous êtes d'accord avec Gérard. Je ne suis pas d'accord avec lui. Non, il peut pas. Les gens sont quand même formés. Il a bien fait de dire tout à l'heure, il a donné l'exemple des menuisiers qui fabriquent par exemple les mêmes armoires. Je serais d'accord avec vous s'il me disait, peut-être que de temps en temps, d'essayer de recycler la remise à niveau de ces menuisiers. Parce que vous savez, il est vrai, nous-mêmes en tant que journalistes que nous sommes, il y a des bouquins qui sortent. Oui. Et il est important qu'on nous forme. Vous prenez par exemple les techniciens. Vous prenez les techniciens radio, dans le temps, c'est la technique ils pratiquaient c'est pas la même technique aujourd'hui. Il faut une remise à niveau, le recyclage et aider les gens. Mais dire carrément qu'on fabrique les mêmes, par exemple, armoires et qu'on ne réfléchit pas. Non, c'est la réalité, il faut voir. Oui, les mêmes chaises, les mêmes armoires, les mêmes tabourets. Il faut recycler les gens. Vous prenez par exemple, il y a des moteurs qui arrivent aujourd'hui, les véhicules qui viennent aujourd'hui dans notre capitale, où les anciens, par exemple, mécaniciens ne peuvent plus. Donc il faut une remise à niveau, essayer de recycler les gens, mais dire qu'on ne forme pas ou qu'on forme et que c'est les mêmes armoires que tu as dans ta chambre, c'est les mêmes lits que tu as, donc tu ne peux pas les jeter. C'est les mêmes que mon père a eu aussi. Voilà, et donc je crois que quelque part il faut quand même qu'on félicite ceux qui sont en train de faire, demander maintenant à ce que les gens puissent se recycler. Je crois que c'est en ça peut-être que je serai d'accord avec lui pour demander peut-être à l'État. Nous savons qu'il y avait des centres quand même de recyclage dans ce pays et sur toute l'étendue du territoire plutôt. Il est important aujourd'hui qu'on puisse activer une fois encore ces centres-là et amener ne serait-ce que ces mécaniciens, ces menuisiers à pouvoir se recycler sur les nouvelles donnes. Et aujourd'hui, vous savez, la plupart de nos menuisiers aujourd'hui ne travaillent plus. Ils sont résignés seulement à fabriquer les cercueils. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez... Et c'est le même cercueil aussi. Hein? Non, parce qu'aujourd'hui, la plupart de ces fauteuils viennent de la Chine. Et vous voyez que la fabrique aujourd'hui, la plupart, c'est ces fauteuils que les Chinois nous envoient ici. Et les gens se sont formés également à ça. Donc je crois que les gens font quand même un bon travail par rapport à la fabrication. Mais ce qu'il faut souhaiter aujourd'hui, c'est la formation. On puisse les former, les recycler. Parfait. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec le mot recyclage. C'est comme quelqu'un qui est venu chez moi, il a eu son bac, il me dit qu'il veut faire un stage en journalisme. Vous n'êtes pas formé journaliste, vous voulez faire un stage. Mais je suis obligé de le renvoyer. Quand vous parlez de recyclage, c'est comme si les gens étaient déjà bien formés et qu'il faut maintenant les recycler. Ils ne sont même pas bien formés. Mais quelqu'un qui fabrique par exemple un armoire ou bien fabrique par exemple des lits, c'est quelqu'un qui est formé. Quelqu'un qui n'est pas formé ne peut pas... Là où vous êtes, excusez-moi, vous ne pouvez pas fabriquer un lit. Président, je suis habitué à vous appeler président du CONAP, ça a été longtemps mon président. Vous savez, prenez un catalogue de meubles qui vient de la France ou quelque chose d'un pays comme ça. Et vous allez voir de quoi je parle. Vous voyez des designs, des dizaines et des dizaines de designs, des formes différentes. Parfois même vous jetez les meubles que vous avez dans votre salon parce que ça à l'autre vous plaît beaucoup mieux. C'est pour vous dire seulement que le chemin est tellement long. Soyons conscients et reconnaissons au moins que nous avons des tares pour pouvoir avancer. Tant qu'on pense que on fait déjà bien, je crois que nos enfants n'auront pas le courage de se remettre en question. Parfait, très bien. Messieurs, merci beaucoup. On a mis donc un terme à ce débat-là. Nous allons juste parler tout à l'heure des cérémonies de purification. Toute la semaine dernière, ça a été ça. On a mis fin à ces cérémonies hier avec les cultes et les messes catholiques. Mais juste avant ça, la semaine dernière, le ministre des Infrastructures, Nissa Oignon Femme, nous a, à travers un communiqué, informé que les travaux de la route Lomé-Vaughan-Enfoin allaient être repris, que ça va démarrer. Et ça devait démarrer déjà depuis le 4 ou le 5 juillet dernier. Bon, beaucoup de reporters sont allés sur le terrain, rien ne se bouscule véritablement. Mais l'entreprise qui va travailler maintenant aura aussi... Est-ce que, franchement, cette fois-ci, on peut faire confiance au gouvernement togolais sur ce point? Mais j'ai quoi en main pour m'assurer que réellement cette fois-ci sera la bonne. Je n'ai pas de moyen de contrôler si réellement ce que le ministre a conduit comme communiqué, si ça va être fait ou pas. Parce que là, j'ai l'impression qu'on se moque de nous.
avec ce communiqué serait un autre ministre qui, en tout cas, si c'était un autre ministre, un nouveau ministre qui avait... Qui écrit ça, vous allez quoi? Peut-être que lui, il est venu avec... Non, non. À vos yeux. C'est pourquoi je dis, peut-être ce dossier, peut-être que nous ne le maîtrisons pas à un niveau donné. Mais si les choses sont normales comme nous le voyons, mais je pense qu'on nous insulte, on insulte nos élus, puisque ce monsieur est passé devant, il avait promis que le 31 décembre passé, ça devait être fait. Et après, c'est le Premier ministre lui-même en personne qui est sorti pour le secourir, mais ça n'a rien donné aussi. Aujourd'hui, c'est encore le même ministre, une femme, qui prend un communiqué. C'est pourquoi je dis peut-être ce dossier se gère quelque part que nous ne connaissons pas. Sinon, dans l'ordre normal des choses, ce ministre ne doit pas être à sa place là-bas. C'est parce que c'est incroyable. On a dépensé 36 milliards, ça n'a rien donné. Après, on nous dit que la somme là aurait servi à acheter le matériel pour l'entreprise à qui on avait remis les travaux. Mais dans le communiqué de la dernière fois, il ne nous dit pas si l'argent là a été récupéré, ou du moins si le matériel que l'entreprise a acquis, c'est ce matériel qui va servir à faire les travaux ou pas. On ne nous a rien dit. 36 milliards se sont volatilisés comme ça. Après, c'est le Premier ministre qui dit c'est 30 milliards. Aujourd'hui, 4 ans après, on nous dit c'est une entreprise chinoise qui va faire les mêmes travaux et ça va en tout cas durer 24 ans. Ça veut dire qu'on va passer 6, 7 ans, 8 ans par là pour le même tronçon. Ce qui est vraiment grave, c'est que les riverains et les usagers de cette route, les riverains par exemple, la dame qui vendait 12 bancs pour s'occuper de sa famille, depuis 4 ans, elle ne le fait plus. Le petit coiffeur, il ne coiffe plus. Et ça ne dérange personne. Pendant ce temps, le ministre Nsaounion Femme est dans ses châteaux, il est dans ses 4x4, il s'offre même du loisir, du plaisir en allant jouer sur le coup de Tenissa Kwakaveli. Et le Togo doit avancer comme ça. Non, c'est ça, mais non. Sa responsabilité, c'est quoi? Il est le ministre des Travaux publics. C'est lui qui coordonne les activités sur cette route-là. S'il ne le fait pas bien, mais qu'il soit sanctionné comme le hôte de ce ministère. Mais c'est pourquoi je dis, soit il y a quelque chose, on ne veut pas nous dire. Sinon, c'est inadmissible qu'un ministre comme ça, vraiment, avant les boulevards à Lomé, il n'est jamais inquiété et qu'il continue par gouverner. Lui là comme ça, quand je le vais auprès du chef de l'État, mais vraiment vous avez mal? Oui, j'ai des boutons qui me sortent sur la peau. Parce que c'est pas possible. Il faut quand même à un moment donné, je dis, on ne peut pas développer un pays en ne sanctionnant personne. Ceux qui font bien, on les applaudit. Ceux qui ne font pas bien, on les sanctionne. Mais pourquoi on doit continuer comme ça? Ou c'est comme on dit, on ne sait pas partir commencer à punir. Non, on ne peut pas continuer comme ça. Donc, moi je dis tout simplement que aujourd'hui, que demain cette route soit faite ou pas, on ne doit pas applaudir le ministre de Nsaounion Femme. Parce qu'on aura créé des dommages à des gens. Aujourd'hui, ceux qui vraiment jusqu'à Vaughan, mais il faut voir comment les gens, les riverains souffrent. C'est pas possible. C'est vrai, on ne peut pas faire les omelettes sans casser les œufs. C'est vrai, quand on veut nous faire des routes, on doit souffrir un peu. Mais on doit alléger rapidement nos souffrances. Mais quand on a l'impression que, bon, ils n'ont qu'à rester là-bas, on les fait la route. Non, quand même. D'accord. Ildefonse Akwaki, sur cette question, ce tronçon, Lomé-Vaughan-Anfoin, qui est en souffrance depuis plusieurs années maintenant. Aujourd'hui, on veut reprendre le travail. C'est une bonne nouvelle pour les riverains et pour les populations qui logent ce côté-là. On doit applaudir quand même. Hein? Dans tous les cas, je me dis, à qui profite le crime dans cette affaire-là? Quel crime? Vous ne trouvez pas que c'est un crime? Lorsque nous sommes dans une république et que nous avons des gens qui ont été cooptés à des postes de responsabilité d'un État, hein, qui parlent et qui se voient être en adéquation
avec ce qu'ils disent. C'est-à-dire que leurs propos ne reflètent pas les actes qui sont posés. Moi, je n'ai rien à dire à M. Missaoun Nofam, puisqu'il a été coopté à ce poste de responsabilité par quelqu'un, la personne qui l'a mis là-bas, qu'est-ce qu'elle dit de sa gestion de la chose publique? Parce que si nous disons c'est M. Missaoun Nofam qui fait ci, qui fait ça, il a été coopté par quelqu'un, qu'est-ce que la personne dit? Parce que jusqu'à... Vous l'avez écouté Faria Singh sur le sujet. Mais attendez, qui l'a coopté? Quand il ne fait pas bien, c'est à la personne de sanctionner. Parce que vous avez... Est-ce que sincèrement il ne fait pas bien? Lorsque vous... Dans ce cas, on l'aurait déjà sanctionné. Oh, donc, ce qui veut dire qu'il y a une complicité dans ce qui se fait. Non, j'en sais rien. C'est-à-dire que... Non. Quand vous faites l'analyse des choses, oui, par rapport à ce que vous dites, il y a une complicité. Parce que vous ne pouvez pas vous présenter devant des députés, oui, qui ont trouvé que ce qui se fait sur la voie là, cela n'est pas bon. Et on vous interpelle en tant que premier responsable pour que vous parliez. Mais le comble, c'est que le budget qui a été fait a demandé que l'argent alloué soit pour le bitumage. Mais on ne peut pas comprendre que vous venez dire aux députés que l'argent a été affecté à l'achat des matériels par comment on appelle, l'entreprise. Mais on se pose la question de savoir, avant même que l'entreprise là n'ait le marché, il n'y a pas eu appel d'offres, il faut des critères à remplir. On suppose que l'entreprise a respecté ces critères-là, c'est pourquoi on lui a accordé le marché. Alors, c'est quoi cette histoire d'envoyer de l'argent pour l'achat de matériel, alors que l'argent là doit servir à quelque chose? 1, 2, lorsque une autorité dit nous allons finir les travaux et la route sera prête avant la fin de l'année passée et que cela n'est pas fait. Pire, comme le ridicule ne tue pas au Togo, ils se mettent derrière le Premier ministre pour lancer encore les travaux de cette même route. Et dans tout ce qui se fait là, vous ne trouvez pas que c'est mauvais et que on a fini par comprendre que le fait même de refuser de rendre compte à la population est devenu un leitmotiv pour les premiers responsables togolais. En tout cas, récemment, il y a la Cour des comptes qui a quand même parlé par rapport à la reddition des comptes et a estimé que l'État s'est amélioré sur ce coup. Vous n'avez pas jeté un coup de là-dedans sur le rapport de la Cour des comptes la dernière fois? Non, mais je crois que la Cour, ceux qui sont membres de la Cour des comptes, oui, et nous, des gens comme moi, on est sur de différentes planètes. Moi, je suis la planète Terre, hein, eux peut-être sur Jupiter, parce que non, ça fait 4 ans. C'est eux qui travaillent. Non, mais attends, ils disent que l'État fait des gros efforts dans la reddition des comptes. Ça fait 4 ans, oui, que la NCNPT ne participe plus au budget. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Togolais veulent savoir. Aujourd'hui, si la Cour des comptes dit ça, là, c'est que bien, elle n'est pas sur la planète Terre. Gérard Wissant, vous empruntez régulièrement, puisque vous habitez juste à côté de cette voie. Votre calvaire, elle va s'arrêter bientôt, hein, je vous rassure. J'espère. Bon, d'abord, pour la Cour des comptes, je ne sais pas si la Cour des comptes a le droit de dire que l'État a fait de gros efforts. La Cour des comptes est là pour mettre la pendule à l'heure. On dit une montre n'est pas à l'heure, elle ne marche pas bien. Mais vous la réglez pour qu'elle marche bien. Vous ne dites pas que là, avant, elle savait. Non, c'est la déduction qu'on en fait quand on lit le rapport de la Cour des comptes. Oui, c'est pour dire qu'il y a des choses que nous faisons qui sont tout à fait nulles. On dit qu'une montre ne marche pas bien parce qu'elle a 2 heures de retard. Maintenant, vous venez régler pour que ça ait 1 heure de retard. Mais le fait est là, votre montre n'est toujours pas à l'heure. C'est une montre qui est mauvaise. Que c'est 1 heure de retard, 5 heures de retard, le fait est que la montre est en retard. Donc on ne peut pas dire l'État a fait de gros efforts. Avant on volait 6 milliards, aujourd'hui non. Il faut que le vol, la Cour des comptes est là pour empêcher le vol, pour empêcher des comptes un peu bizarres. Voilà. Donc pour moi, il n'y a pas à dire l'État a fait de gros efforts. Bon, si vous me dites que bientôt il y aura plus de calvaire sur cette route, c'est vrai que j'habite vers là. J'ai sillonné la route hier et avant-hier, ben, je n'ai pas vu du tout des travaux qui se font. Et j'ai vu le communiqué.
Et j'avais noté, comme d'autres aussi, que le communiqué n'a pas été signé par le ministre. Ça n'a pas été signé du tout. Donc je crois que c'est un peu... Il y a eu deux versions en fait. Hein. Il y a d'abord une première version qui est en PDF, qui n'est pas signée, qui a été le premier balancé en couleur. Ouais. Et puis il y a eu une seconde version après quand on l'a imprimé. Ouais. Donc on a mis les trucs là-dessus avec la date et la signature du ministre. Donc c'est un... Donc je peux vous rassurer que c'est un communiqué venant du ministère des Travaux publics. D'accord. Et là pour une fois je serai d'accord avec Michel quand il a parlé des dommages qu'on a créés aux gens. C'est un problème important qu'il a touché du doigt. C'est des vies qui ont été ruinées. C'est là qu'on voit la contradiction, les contradictions dans ce pays. En même temps qu'on parle de faillage de ceci, et de donner des 30 000 francs, FNFI, tout ça là, au même moment, on ruine d'autres familles. Vous voyez un peu? Vous ruinez 100 personnes et vous dites que vous nous donnez 30 000 francs de FNFI à 50 personnes, ou bien à 150 personnes. Ce qui fait qu'on n'avance pas du tout. Quand vous voyez sur cette route-là, regardez bien, on a creusé des caniveaux. Oui. Des caniveaux, et il n'y a pas eu de béton qui a été coulé. C'est-à-dire qu'on a juste creusé, et après les pluies, les choses se sont encore effondrées. Regardez les dépenses qu'on a fait. Moi, je ne suis pas dans le génie civil, mais je vous assure que pour louer un bulldozer, un bulle, par jour, ça coûte 350 000. Et c'est vous-même qui achetez le gasoil, c'est vous qui payez le bulliste. Rien que la location, c'est 350 000 par jour. Regardez tout le temps qu'ils ont passé là-bas, pas avec un seul bulle, pas deux, pas trois. Et il y avait aussi d'autres engins de génie civil qui étaient là. Toutes ces dépenses-là, qui les assument? C'est nous, encore les contribuables. Donc, il y a des gens qui s'amusent à gaspiller l'argent de ce pays et il n'y a rien qui se passe. Ils sont toujours à leur poste. On a le droit juste de se taire. Et quand vous parlez, vous êtes tabassé bel et bien, vous êtes tabassé proprement, et c'est tout. Donc il y a des choses sur lesquelles moi je n'arrive pas à me prononcer pour la simple raison que je me dis que nous ne sommes pas dans un État qui est bien géré. Si je dis démocratie, ça va être un peu plus, ça va être trop vague, mais nous ne sommes pas en face d'un État qui pratique la bonne gouvernance. Donc on n'a qu'à se... Donc finalement sur cette voie, ce tronçon, le Mévegan, il y a une question ou un problème de gouvernance finalement. La transparence dans la gestion aussi. Oui, le problème c'est que les gens n'ont plus confiance. Vous voyez, les journalistes qui devaient éclairer la lanterne des populations sont sceptiques par rapport à cette lettre. Vous voyez que c'est quand même un problème. Moi, je serais par exemple à la place du ministère des Travaux publics qu'il ne fallait même pas publier un communiqué. Que le Togolais fasse le constat sur le terrain. C'est tout. On se tait et puis on fait le travail. Et c'est peut-être les jours ou bien les nuits que les Togolais ont découvert que le chantier a repris. Bon, vous publiez un communiqué et puis ce que les confrères ont dit, jusqu'à aujourd'hui, on ne voit rien. Donc c'est pour vous dire que vous êtes encore en train de renforcer une fois encore les populations du fait de ne plus encore avoir confiance en vous. Et puis vous savez, quand vous prenez par exemple le tronçon Saint-Joseph jusqu'à Kégué, c'est la croix et la bannière. Il y a même une association entre-temps qui a marché. Oui, le mouvement Noubouéké. Voilà, ils ont réclamé que les travaux reprennent. Est-ce que peut-être ce n'est pas encore un tintamarre, le fait de sortir par exemple peut-être se communiquer pour calmer les ardeurs? On ne sait pas. Donc, vous voyez, donc il est important aujourd'hui que si les gens veulent vraiment faire un travail et que les populations puissent apprécier, et c'est en ça une fois encore que moi j'interpelle les députés. Monsieur Nussaou Nonfam a publié le communiqué. Je crois qu'aujourd'hui, cela va faire 5 jours. Depuis mardi. Voilà. Bon, donc demain une semaine. Donc il est important qu'à la reprise de cette session, ils n'ont qu'à encore l'interpeller. Ils n'ont qu'à lui poser des questions pour savoir est-ce qu'il a trouvé le financement. Parce qu'en tout temps, on nous avait dit que les 36 milliards se sont volatilisés. Et on a vu comment le Premier ministre était allé pour lancer encore les travaux de ce tronçon par le bien encore d'un prêt. A-t-il été roulé lui aussi finalement le Premier ministre? Mais il a été roulé. Parce que le jour-là, quand il était sur le chantier, en fin décembre, il était presque sûr de lui-même que les travaux vont reprendre. Je crois qu'il a été roulé. Les Chinois étaient venus, ils sont repartis après. Alors qu'est-ce qui s'est passé entre-temps pour qu'ils repartent? On ne dit rien. Si, je vous dis que si ce n'était pas la clairvoyance par exemple du ministre des Finances, les Togolais allaient croire. Parce que c'est le lendemain que le ministre des Finances a réagi. Il a dit non, que le Togo n'a signé aucun accord pour faire encore un prêt sur ce tronçon. Donc si le ministre n'avait pas réagi, bon, on serait là,
peut-être pour se dire que ça va avancer. Mais c'est parce que le ministre, effectivement, des Finances a dit que lui n'a signé aucun accord avec aucun Chinois pour faire un prêt sur le même tronçon. Donc, je ne sais pas où est-ce que, encore, Nyonfama a trouvé de l'argent pour que les travaux reprennent. Alors, il faut qu'on nous dise maintenant où est-ce qu'on a trouvé du financement. Mais justement, si le ministre des Finances avait dit que non, qu'ils n'ont signé aucun accord, oui. Entre-temps, on nous avait dit que les 36 milliards se sont volatilisés. Où est-ce qu'il a trouvé encore cet argent pour sortir encore ce communiqué pour dire que les travaux vont reprendre? En fait, il y a un problème. Il faut que les députés puissent l'interroger. Oui, juste un mot, puis on va aborder le dossier suivant. Moi, je voulais juste poser une question. À l'allure où vont les choses, sommes-nous en droit de nous poser la question de savoir si réellement l'État togolais est dirigé par des gens qui... Non, mais comment ça? Non. L'État est dirigé. Non. Est-ce que vous allez me laisser terminer ma phrase? Je ne vous ai jamais arraché la gorge quand même, allez-y. Je vous tiens pas la gorge. Je parle des gens qui ont à cœur les aspirations de ce peuple. Parce que je ne peux pas comprendre qu'on puisse avoir un premier responsable d'un État qui a autour de lui des collaborateurs. Et quand ces collaborateurs se comportent de cette manière-là, on n'en parle pas. On laisse continuer. 36 milliards d'un État. On dit tout à l'heure que les 36 milliards se sont volatilisés dans la nature. Non, mais ce n'est pas volatilisé. Mais qu'est-ce que l'État... Le ministre a dit au moins qu'il y a une partie de l'argent qui a servi à financer les équipements de ces COBTP. Est-ce que c'est... Donc l'argent sera volatilisé. Non, c'est volatilisé. Les engins sont où? Et les engins qui ont été achetés sont où? Allez peut-être à ces COBTP pour voir voilà. si... Alors, là, donc, ne m'arrachez pas la parole quand je dis que il faut aller vite ça se passe tout comme si il n'y a personne pour dire il faut arrêter l'hémorragie. Il faut l'arrêter. Parce que jusqu'à preuve contraire, si on était dans un État dirigé par des gens, excusez-moi, politiquement civilisés, on aurait fait l'audit de ce ministre-là et peut-être il allait répondre devant la justice. Parce que c'est la chose... Vous avez déjà entendu ça au Togo? C'est la chose... Voilà pourquoi je dis, on a comme l'impression que ceux qui nous dirigent pensent que le Togo, c'est leur propriété. C'est-à-dire que c'est la chasse gardée à eux. C'est un État, c'est une république, pardon. Messieurs, merci beaucoup. Et pourquoi le gouvernement, pourquoi l'Assemblée nationale n'initie pas un vote de défiance contre le gouvernement? Vous avez un gouvernement qui loge des voleurs, entre guillemets. Non, attendez là, ça marchera, votre vote. Mais pourquoi pas? Moi je suis député, le peuple m'a mandaté pour le représenter, et je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui détourne l'argent du pays. En tant que député, j'organise un vote de défiance. Je dis, mais nous on ne veut plus de ce gouvernement-là. Nous, en tant que député, mais on réclame que ce gouvernement-là s'en aille. Ça devait pouvoir se faire. Et pourquoi ces mêmes députés à qui on a envie de faire des éloges ne font pas un vote de défiance? Il faut dire, mais partez. Oui, parce que je pense par rapport à cette route, Lomé, Vaughan-Foin, là. Je pense que c'est là où j'ai découvert que nos élus vraiment sont amorphes, entre guillemets. Parce que je ne peux pas comprendre que... Il ne s'agit pas de députés majoritaires, même pouvoir... Mais si les autres ne veulent pas lever le petit doigt parce qu'ils sont de la même famille politique, et les autres, mais il faut quand même qu'ils initient des actions en direction de ce ministre de Mission de nos femmes. Et si il est couvert à un niveau donné, il faut quand même qu'on nous dise. Parce qu'on ne peut pas laisser des choses demain là. Parce que bon, les gens nous regardent dehors. Mais comment ils peuvent comprendre que mais pour une route, des choses se passent comme ça? Et que les députés, les élus du peuple, un individu va les tromper comme ça. Et qu'ils ne disent rien. Ils ne disent rien. Non, c'est pas... Ça dit que ce que je ressens par rapport à... C'est le fait que ce ministre a... Je ne le dis pas, s'il est couvert, s'il y a quelque chose qui est caché, c'est lui le ministre. C'est lui le ministre des TP. Donc, c'est sa responsabilité, cette route-là. Il est intouchable. S'il est couvert par, c'est pas, le premier ministre, le chef de l'État, mais c'est lui que nous on voit. Mais que l'opinion sache que... Vous voulez qu'il commence par dénoncer? Mais c'est pas... Bon, c'est à eux de voir. Ce que j'ai dit, par rapport à ce ministre, les députés devaient initier une action. En direction de ce monsieur-là, de ce ministre-là. Mais si on doit laisser les choses continuer comme ça, mais non. Ça veut dire que
le Togo, franchement, il y a certaines choses que ça se passe, mais qui se passent, mais l'on se demande, mais c'est où là? C'est où en fait? Bon, maintenant que Moi, je crois que ce que Gérard a dit tout à l'heure par rapport aux députés, vous avez réagi comme si ils sont minoritaires. Mais ils sont minoritaires, ils n'ont qu'à poser quand même les actes. Parce que demain, quand on va faire l'histoire prendra en compte ça. Voilà, l'histoire prendra en compte pour dire qu'effectivement, quand il y avait par exemple un problème et que les députés étaient minoritaires, oui, mais ils ont pu initier quelque chose. Donc, il faut quand même poser des actes. Si vous êtes là, vous dites que vous êtes minoritaire, vous ne voulez pas engager des actions. Ça ne changera pas grand-chose. On a vu en France comment les députés sont minoritaires, mais lorsqu'ils engagent par exemple une action, vous voyez que ça fait... Oui, les médias en parlent. Et les députés majoritaires sont majoritaires. Michel a dit tout à l'heure qui peuvent se considérer comme ils sont de la même famille politique. Voilà, ils ne pourront pas. On ne dit pas que le fait que les je ne t'arrache pas la parole, mais il était question sur ce plateau même de deux verbes entre Michel et moi la dernière fois où il était. Quelqu'un avait dit soutenir l'action du gouvernement. J'ai dit, constitutionnellement parlant, le député a pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Alors, on ne s'était pas entendu, mais oui, voilà les dégâts aujourd'hui. Parce que si vous dites que la minorité qui a toujours initié, qu'on a rejeté, sous un faux attribut de consensus et autres, si vous leur demandez aujourd'hui de faire ça, et que leur patron même dit qu'ils sont là pour soutenir ceux qui font des foutaises, ça ne peut pas marcher. Non, mais en même temps, l'histoire retiendra. C'est ce que Jacques est en train de dire. Monsieur, merci beaucoup. Je voudrais qu'on avance. Non, on a pas ça. On avance inutilement l'opposition parce qu'elle ne nous amènera à rien. Attaquons plutôt celui qui peut changer des choses. C'est les députés de la majorité. On n'est pas là pour attaquer. Non, c'est les députés de la majorité. Si on les attaque pour leur dire réclamez-nous cet argent. Où est passé? Parce que c'est notre argent. Moi, je paie mes impôts chaque année. Je paie la TVA à chaque fois que je consomme quelque chose. L'eau là qui est sur la table, quand je vais la boire, je vais payer la TVA. C'est mon argent qui sont volés. Alors, il faut qu'on s'en prenne à ces députés-là, qui ne sont pas des députés d'unir, mais des députés du peuple. Non, du peuple. La loi est claire. Pour leur dire, mais rendez-nous notre argent. N'allons pas maintenant prendre l'ombre pour la proie en allant nous attaquer aux députés de l'opposition qui ne peuvent rien. Nous voulons notre argent, attaquons-nous à celui qui peut nous donner notre argent. Monsieur, merci beaucoup. Je voulais qu'on aborde un sujet lié donc à la purification. On espère qu'avec cette semaine qu'on vient de passer là, tout cela sera purifié. Ce matin, le confrère La Symphonie a écrit « Un nouveau Togo pur comme l'Usope ». Et après, c'est son interrogation. Le confrère Liberté semble un peu plus incisif sur le sujet avec une interrogation. Je vais la poser à Jacques. À qui profite vraiment la purification du Togo, Jacques? Non, je voudrais qu'on puisse corriger ne serait-ce que cette terminologie de la purification. Vous savez, je me suis un peu renseigné par rapport à la CVJR, oui, parce que le HCOUR ne fait que piloter ce que... Les recommandations de la CVJR. De la CVJR, surtout cette recommandation, je crois que c'est 47. Il était question, il y avait un malentendu entre les responsables de la CVJR dans le temps, surtout parlant de la purification du Togo. Parce que Monseigneur Bariga avait refusé ce terme, il a refusé, il dit que non, ça ne rentre pas Monseigneur Bariga a refusé le terme de purification. Bien sûr, ça ne rentrait pas dans la droite ligne de lui, de sa croyance. Parce qu'il s'est dit, quand on parle de la purification, Jésus a versé son sang une fois pour de bon. Oui. On ne peut plus parler encore d'une purification quelque part. Donc lui préfère plutôt qu'on parle de la repentance, qu'on parle de la repentance du peuple togolais et du pardon. Mais comme il était en minorité, donc ils ont passé au vote. Vous comprenez? Voilà, ils ont passé au vote et les autres étaient plus nombreux que lui. Donc, et la loi a passé. C'est-à-dire que le terme est passé. Au fait, c'était ça. Donc il faut qu'on puisse apporter cette clarification. Parfait. Parce que les gens accusent aujourd'hui Bariga comme qu'il est prêt là, pourquoi il a accepté. Mais tout au début, le monsieur avait refusé. Il a dit ce terme purification-là. Il dit que lui, il est prêt. Il sait que même avec les catholiques, les gens ne vont pas concevoir ça, parler d'une purification encore. Et puis vous avez vu ce qui s'est passé. Les gens sont allés dans les coins. Pour ceux qui connaissent, vous qui êtes un peu élevés, on sait que quand on parle de la purification, on parle de oui, c'est ça. On sait que nous qui avons fait quand même le quartier Baie, on sait que quand on parle de ça,
souvent c'est un œuf qu'on casse et puis on s'en va. Mais si on a vu, comme les gens voulaient manger les bêtes qui veulent les reberger, on a encore pris les moutons, on a encore commencé par égorger sur des carrefours. Cela ne purifiera pas le Togo, mais plutôt ça va encore accentuer les problèmes. Si on me parlait par exemple... Comment est-ce que ça va accentuer les problèmes? Dis-moi en quoi ça va purifier le Togo. Non mais dites-moi, pourquoi vous estimez que ça va encore accentuer les problèmes? Mais ça va accentuer le problème parce que les gens n'étaient pas d'accord. Oui, les gens n'étaient pas d'accord par rapport à ce sacrifice. Vous avez vu, les gens n'étaient pas d'accord que... Et puis, il faut voir même ce que les gens enseignaient. J'ai écouté un peu certains prêtres qui disaient que non, il faut faire des sacrifices à des carrefours parce qu'il y a des accidents. En quoi l'accident a à faire avec une réconciliation? On dit que les gens ont fait des choses, il faut tout faire pour qu'on se réconcilie. Vous voyez comment l'amalgame, les gens sont allés mélanger des choses et finalement on ne s'est pas retrouvé dans cette affaire. C'est finalement, on peut le comparer à une escroquerie. Moi je me suis dit que les gens voulaient peut-être manger la viande de la chèvre, ou bien du bœuf, ou bien du mouton, donc ils ont organisé ça. Ça n'a pas du tout de sens ce qui s'est passé. Moi je suis d'accord avec les chrétiens qui ont dit, surtout les catholiques qui ont dit qu'ils ont déjà fait le chemin de croix. Ils ont prié pour ça et puis ça s'est arrêté là. Et hier, pour ceux qui étaient par exemple à l'église, ils ont suivi un peu la prêche du pasteur du jour qui disait non, Estao, qui disait que non, eux aussi dans leur jargon, ils ne parlent pas de la purification, mais plutôt ils parlent de la repentance. Ils parlent de la repentance et de la restauration de la responsabilité. Parce que quand on parle de la repentance, c'est d'abord le cœur. Et il allait jusqu'à dire que lorsque vous faites du mal à quelqu'un et que vous lui donnez un cadeau, mais le cadeau ne résout pas le problème. Donc c'est pour vous dire que quand on parle aujourd'hui d'indemniser les gens, et que les gens, dans leur cœur... C'est beaucoup plus la garantie de la répétition. C'est tout, justement. Michel, non. La cérémonie de purification. Je te rappelle que nous avons débattu un peu de bien entendu. C'est la terminologie qui pose problème parce que la purification, les musulmans, les catholiques, en tout cas les églises, en tout cas associées bon, et l'autre, tout le temps, il y a des prières pour le Togo, régulièrement on en fait. C'est beaucoup plus par rapport aux rites, aux immolations que l'on a observées par ici, par là. Normalement, selon l'expérience que moi j'ai, la petite expérience que j'ai, ces choses-là ne doivent pas être médiatisé. C'est loin des caméras, loin des micros. Et ça se fait à 5 heures. Personne, le lendemain, les gens voient seulement. On constate. On constate. Mais qu'on envoie appeler la télévision nationale, qu'on braque, qu'on égorge les moutons, les bœufs, qu'on montre notre purification, les gens de Ashkouroun. Non, ça là, moi, je ne comprends pas pourquoi ça doit se faire comme ça. Et Jacques le disait, mais la manière, c'est la manière qui pose problème. La manière dont on a fait là, il ne faut pas que demain ça se retourne contre les Togolais. C'est la manière. Qui a dit au chef de l'État qu'on doit montrer ces choses? Surtout, je parle de des trucs au Carrefour, à Cara, Dapon, on égorge, on montre à la... Non, on le fait à 5 heures, personne ne voit. Et d'ailleurs même, ce n'est pas, on fait ça une fois. Normalement, chaque année, l'État doit consentir. Puisque les églises et nos frères musulmans sont tout le temps dans les mosquées, dans les églises, on prie. Mais eux là, chaque année, on doit consentir quelque chose pour eux, pour faire ça, loin des regards. Donc, il y a certaines choses qu'on voit, qu'on regarde, pantois, on ne sait pas pourquoi ça se fait comme ça. Sinon, nous avons besoin quand même de renaître, les Togolais, nous avons besoin d'une nouvelle vie, hein. Ça, personne ne nie. Mais quant à la manière dont les gens procèdent c'est peut-être là où je trouve à réduire. Vous n'êtes pas d'accord. Gérard, sur ce sujet, le Togo aujourd'hui purifié à votre avis aussi? Oui, ouais. Je l'avais dit dans ce studio, vous n'étiez pas d'accord. Les prêtres vaudous, ces derniers temps, il y en a écouté pas mal sur la télévision, qui menaçaient même les journalistes, qui parlent mal d'eux. Dans ce processus. Vous avez lu même journaliste? On s'en fout. On s'en fout. Ben, moi, j'aurais voulu quand même qu'on définisse d'abord ce qu'on entend par purification. Et je vous l'avais dit ici, vous n'étiez pas tout à fait d'accord quand on a parlé de mandat social. Je vous ai dit, le péché originel, c'est qu'on n'a pas demandé au chef de l'État de nous définir ce qu'il entend par mandat social, pour qu'on puisse lui demander des comptes après. Ça aussi, pour le thème purification,
moi je crois que la première des choses, c'est de demander à celui qui a initié ça, qu'est-ce que vous entendez par purification? Parce que purifier, la purification, tout le monde le dit, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce que ça renferme? Personne ne sait poser cette question-là. D'accord. Maintenant, je ne sais pas par quel bout prendre la chose. Purifier le Togo, quand on parle par exemple de purifier un minerai. J'ai 3 minutes. Ouais, quand on parle de purifier un minerai par exemple, l'or, quand on vous parle de l'or pur, ça veut dire que d'abord on a ramassé la terre avec le sable, l'or, tout est mélangé. Après on a procédé à un triage mécanique, on sort certaines choses, etc. Jusqu'au dernier moment, on obtient de l'or pur. C'est la distillation, c'est le produit final. Tel que le Togo est actuellement, est-ce qu'on peut parler de purification? Parce que la chose est tellement sale que... Il faut la laver. Oui, mais on ne peut pas parler de purification. On peut la laver, on peut extraire toutes les saletés en attendant. Et l'étape finale, l'étape ultime serait la purification. Au même moment où on assassine encore, on tape des étudiants, on vole encore l'argent des routes et tout, et on nous parle de purification déjà. On nous parle déjà d'aller... Parce que quand on parle on a parlé tout de suite de 36 milliards. Oui. L'argent des pauvres. Vous volez l'argent des pauvres et vous parlez de purifier ce pays. Le pays est tellement sale que il faut d'abord... Gérard, justement... Oui, mais qu'est-ce qu'il y a... Non, on dit réconcilier les gens de ce pays. Ça, c'est un principe spirituel que tu es en train de mélanger par rapport à... Non, mais... Non, moi, je ne veux pas... Non, moi, je me pose... Non, laissez-moi. Moi, je me pose la question simple. Qu'est-ce qui amène l'inimitié entre les Togolais? C'est l'injustice sociale. Oui. C'est parce que certains volent d'autres. C'est parce que certains volent le travail des autres, l'argent des autres, l'injustice. Au même moment où on pose encore des actes d'injustice, on nous dit de nous réconcilier. Non, je parlais d'être... Je peux reparer. Tu ne peux pas dire ça. En quoi quelqu'un qui a pris l'argent, oui. Tu vas dire qu'on purifie la personne. Dès que on connaît la personne, président, je vous jure que la personne rembourse. Ce qui amène... Ici, on ne peut pas s'entendre parce que c'est un fondement spirituel quand on parle de la purification. C'est pourquoi je disais que... Qu'est-ce qui a amené les Togolais à l'affrontement? Qu'est-ce qui a amené les Togolais à l'affrontement? Et aujourd'hui, on peut purifier. Quand tu parlais de la crise sociale où certains sont nantis plus que les autres, ça c'est l'injustice sociale. Quelqu'un qui vole 36 milliards, quelqu'un qui fait ceci, quelqu'un qui mérite par exemple une bourse, on ne lui donne pas, on donne à l'autre. Quelqu'un qui mérite une place de travail parce qu'il est ceci, il n'est pas de telle partie, on ne lui donne pas. C'est ça qui a amené les Togolais à l'affrontement. Et ces choses-là continuent jusqu'à aujourd'hui. Et moi je dis, on ne peut pas encore purifier ce pays, il faut laver ce pays, il faut sortir quelques impuretés et avoir maintenant de l'or qui n'est pas pur, et après on procède à la purification. Pas de l'or pur, peut-être comme on dit. Mais la chose est tellement sale que au moment où on tue encore, on emprisonne encore, on ment encore, on vole encore de l'argent. Donc on parle de purification. Le Togo n'est pas purifié aujourd'hui, hein, le Togo n'est pas prêt à être purifié. Il faut plusieurs autres étapes avant de parler peut-être de purification. Si je comprends ce qu'ils entendent par purification. Merci beaucoup, malheureusement dans l'antenne il est l'heure. Merci beaucoup Gérard Ouissan, c'est votre avis. Peut-être on reviendra là-dessus un autre jour. Merci Jacques Yakouti, Michel Tchadia et puis Idelphonse Akwaki, le patron de Ouara les vainqueurs, Jacques, notre éditorialiste, et puis Gérard Ouissan du journal de la bonne humeur, le journal Sika. Messieurs, merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de Taxi Presse sur la radio. Appelez-moi Eric Gato. À très bientôt. Au revoir. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.